I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Acheter le Groenland, dit comme ça sonne presque comme une blague. Et pourtant, cette idée n'est ni nouvelle, ni improvisée, ni absurde d'un point de vue stratégique. Le Groenland, ce n'est pas juste une immense étendue de glace perdue dans l'Arctique. C'est un territoire de plus de 2,1 millions de kilomètres carrés, soit presque 4 fois plus grand que la France. Et c'est placé exactement là où les grandes puissances commencent à se regarder droit dans les yeux. Et aujourd'hui, ce territoire concentre à lui seul une partie des tensions les plus importantes du monde moderne. Et depuis son retour au pouvoir, Donald Trump remet ce sujet sur la table avec une insistance qui intrigue et qui inquiète parfois et qui est aussi souvent mal comprise. Beaucoup y voient une provocation, d'autres un simple coup de communication. Mais quand on prend du recul, on réalise que cette obsession raconte quelque chose de bien plus profond. Elle raconte comment le monde est en train de changer aujourd'hui. Comment les zones périphériques du monde deviennent centrales et comment la géographie que l'on pensait vraiment dépasser à l'ère du numérique revient au cœur des rapports de force. Bref, comment la sécurité et les ressources, les accès stratégiques prennent le pas sur les discours idéologiques. Parce que le Groenland est au croisement de plusieurs dynamiques majeures. Premièrement, le réchauffement climatique. On a aussi la rivalité entre grandes puissances mondiales. Et enfin, la dépendance aux ressources critiques, avec aussi la militarisation progressive de l'Arctique. Ce que Trump exprime de manière brutale, d'autres puissances le pensent aussi, mais plus discrètement. La Russie avance ses pions au nord. La Chine investit, observe, s'implante. Et les États-Unis ne veulent pas se retrouver spectateurs dans une région qui pourrait devenir l'un des centres de gravité du 21e siècle. Et donc dans cette vidéo, on va donc prendre le temps de comprendre pourquoi. Pourquoi le Groenland est devenu si stratégique aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis s'y intéressent depuis plus d'un siècle. Et ce que Trump change réellement et ce qu'il ne fait que accélérer. Bref, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas et ce qui se joue actuellement en arrière-plan. Et à la fin de cette vidéo, tu verras que cette histoire n'est pas seulement une affaire de territoire. C'est un révélateur, un signal faible devenu très fort. Et c'est un excellent prisme pour comprendre le monde dans lequel on entre. Bref, on va commencer par une question simple pour cette vidéo. Une question essentielle. Comment un territoire longtemps devenu marginal est aujourd'hui l'un des points les plus stratégiques de notre planète ? Partie 1. Pourquoi le Groenland est devenu stratégique aujourd'hui? Et avant de rentrer plus en détail, cette vidéo n'a pas vocation à valider ou invalider des idées politiques. Mon but dans cette vidéo, c'est d'être le plus neutre possible et d'apporter une vision claire des choses. Donc pour revenir à cette vidéo, pendant très longtemps, le Groenland n'intéressait presque personne. Pas parce qu'il était insignifiant, mais parce qu'il était inaccessible. Trop loin, trop froid, trop recouvert de glace. Bref, pendant des décennies, c'était un territoire marginal, coûteux à exploiter, difficile à défendre et quasiment impossible à intégrer dans les grandes routes économiques mondiales. Et pour retracer l'histoire du Groenland, avant c'était une terre inuite depuis des millénaires. Ensuite, on a eu la découverte des Danois de ce territoire vers 982-986. Éric le Rouge explore et fonde des colonies au sud-ouest du Groenland. Et elles disparaissent ensuite au Moyen-Âge. Après, on a eu une colonisation danoise. En 1721, Hans Egede relance une présence danoise structurée avec des missions et du commerce sous la couronne danois-norvégienne. Ensuite, on a le Danemark qui garde le Groenland au traité de Kiel en 1814. Le Danemark après perd la Norvège mais conserve Groenland, Islande et îles Féroé. Après, on a une souveraineté confirmée en 1933. On a une décision internationale qui confirme la souveraineté danoise sur toute l'île face à la Norvège. Et le statut actuel du Groenland, donc le Groenland est autonome mais fait partie du royaume du Danemark. En 1953, c'est intégré au royaume, donc le royaume du Danemark. On a un fin de statut colonial. En 1979, on a une autonomie interne. Et en 2009, on a une autonomie renforcée plus un droit à l'autodétermination. Donc indépendance possible via un référendum ou un processus. Donc bref, voilà un peu l'histoire du Danemark et ses liens avec l'Europe. Et maintenant, d'un point de vue plus géographique, si on regarde une carte classique, le Groenland paraît vraiment isolé. Mais si on change de point de vue et qu'on regarde le monde depuis le pôle Nord, tout s'inverse. Le Groenland se trouve exactement entre trois zones clés. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'océan Arctique. C'est un point de passage naturel entre les États-Unis, le Canada, la Russie et l'Europe du Nord. Autrement dit, c'est un verrou géographique. Pour les US, c'est encore plus clair. Le Groenland est littéralement posé sur la trajectoire la plus courte entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie. Et c'est pour ça que les Américains y sont présents militairement depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une base stratégique utilisée pour la surveillance, les radars et la dissuasion. Et pendant la guerre froide, le Groenland servait surtout à voir venir les missiles soviétiques. Et aujourd'hui, il sert à observer beaucoup plus que ça. Parce que le véritable basculement provient du climat.
Dans l'Arctique, le réchauffement climatique a une conséquence directe. La glace recule et ce recul ouvre progressivement de nouvelles routes maritimes. On a aussi de nouvelles zones qui sont accessibles et aussi de nouvelles possibilités économiques et militaires. Bref, certaines routes arctiques permettent déjà sur certaines périodes de l'année de relier l'Asie à l'Europe beaucoup plus rapidement que via le canal de Suez ou de Panama. Moins de jours de navigation, moins de carburant, moins de dépendance au détroit traditionnel. Et dans ce nouveau jeu, contrôler ou influencer le Groenland, c'est sécuriser l'accès à ces routes, mais aussi surveiller qui les emprunte et peser sur leur militarisation future. Bref, ce n'est pas encore une autoroute commerciale mondiale, mais c'est clairement une zone de pouvoir en devenir. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que le Groenland n'a pas changé. C'est le monde autour de lui qui a changé. Parce que pendant des siècles, les grandes puissances se battaient pour les détroits, pour les ports, pour les zones tempérées. Et aujourd'hui, la compétition se déplace vers l'Arctique, vers les ressources critiques, vers la sécurité des chaînes d'approvisionnement dans le monde et les zones jusqu'ici considérées comme secondaires. Et le Groenland est passé d'un territoire inutile mais immense à une plateforme stratégique potentielle à la fois militaire, économique et géopolitique. Et dans un monde où les tensions entre les grandes puissances augmentent, les routes commerciales se fragilisent et les ressources deviennent des armes diplomatiques. Et donc les territoires comme le Groenland ne sont plus ignorés, ils deviennent convoités. Et c'est exactement à ce moment-là que l'intérêt américain reprend toute sa force. Et c'est là que la question n'est plus seulement pourquoi Trump, mais pourquoi maintenant. Et pour comprendre ça, il faut aller encore plus loin. Regardez ce que le Groenland cache sous la glace. Partie 2, le vrai trésor, des ressources critiques et une dépendance mondiale. Si le Groenland attire autant les regards aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour sa position sur une carte. Ce qui change vraiment la donne, c'est ce qu'il y a sous la glace. Pendant longtemps, ces ressources étaient connues mais jugées inexploitables. Trop complexes, trop chères, trop risquées. Mais dans un monde en transition technologique et géopolitique, ces contraintes ne suffisent plus à freiner l'intérêt. Quand on parle des ressources du Groenland, il ne s'agit pas de richesses classiques, comme l'or ou les diamants, qui servent surtout de réserve de valeur ou de symbole. Mais ici, on parle de ressources critiques, parfois appelées ressources stratégiques parce qu'elles sont indispensables au fonctionnement du monde moderne. Parmi elles, il y a notamment ce qu'on appelle les terres rares. Contrairement à ce que leur nom suggère, les terres rares ne sont pas forcément rares dans la croûte terrestre. Le vrai problème, c'est qu'elles sont rarement concentrées en quantité suffisante pour être exploitées facilement et que leur extraction et surtout leur transformation sont complexes, coûteuses et polluantes. Les terres rares regroupent 17 éléments chimiques aux propriétés très spécifiques. Elles permettent de produire des aimants extrêmement puissants, de résister à de très hautes températures ou d'optimiser la conductivité électronique. Sans elles, une immense partie de la technologie moderne devient tout simplement impossible. Mais le Groenland ne se limite pas aux terres rares. On y trouve aussi du graphite, essentiel pour les batteries lithium, du nickel et du cobalt, clés pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie, du cuivre, indispensable aux réseaux électriques et aux infrastructures numériques, du zinc, utilisé pour la protection des métaux et dans l'industrie lourde, de l'uranium, stratégique pour le nucléaire civil et militaire. Bref, ces métaux ont un point commun. Ils sont invisibles au quotidien, mais absolument partout. Ils sont au cœur des batteries de voitures électriques, des éoliennes et des panneaux solaires, des semi-conducteurs et des puces électroniques, des smartphones et des ordinateurs, des data centers qui font tourner Internet et l'IA, des satellites, des radars, des missiles, des systèmes de défense avancés. Bref, autrement dit, ils sont la matière première du 21e siècle. Sans eux, pas de réindustrialisation. Sans eux, pas d'IA à grande échelle. Sans eux, pas d'autonomie militaire ou technologique. C'est pour ça qu'on les compare parfois aux vitamines de l'économie moderne. On n'en parle pas autant que du pétrole ou du gaz, mais sans elles, tout le système s'affaiblit puis finit par se gripper. Et c'est précisément ce qui rend le Groenland si stratégique aujourd'hui. Parce que dans un monde où la technologie, l'énergie et la puissance militaire sont intimement liées, contrôler l'accès à ces ressources, c'est contrôler une partie de l'avenir. Et à partir de là, on comprend mieux pourquoi les grandes puissances ne regardent plus le Groenland comme une île lointaine et glacée, mais comme un nœud critique dans l'équation géopolitique mondiale. Et le problème central, la dépendance à la Chine. C'est ici que le sujet devient explosif. Aujourd'hui, la Chine contrôle une part majoritaire de l'extraction mondiale de terres rares, mais surtout l'écrasante majorité de leur transformation et de leur raffinage. Autrement dit, même quand les minerais sont extraits ailleurs, ils passent souvent par la Chine pour devenir utilisables. Et cette position donne à Pékin un levier colossal. Ce n'est pas une théorie. La Chine a déjà montré qu'elle pouvait restreindre ses exportations pour peser sur des négociations commerciales ou diplomatiques. Pour les États-Unis et l'Europe, cette dépendance est devenue un risque stratégique majeur. Ce n'est plus seulement une question de prix ou de compétitivité, c'est une question de sécurité nationale, de continuité industrielle et une capacité à mener une politique indépendante. Bref, c'est pour cette grande raison que depuis quelques années, les grandes puissances cherchent frénétiquement à diversifier leurs sources, mais aussi à sécuriser des gisements amis et à reprendre le contrôle de leur chaîne
d'approvisionnement dans le monde. Bref, dans ce contexte, le Groenland apparaît comme une alternative crédible. Les estimations varient, mais plusieurs études géologiques indiquent que l'île pourrait représenter une part significative des réserves mondiales de terres rares non encore exploitées. Et certains scénarios évoquent même à terme une contribution majeure à l'offre mondiale si les projets miniers aboutissent. Mais ce qui rend le Groenland encore plus stratégique, ce n'est pas seulement la quantité de ressources, mais c'est plutôt où il se trouve et qui pourrait les contrôler. Parce qu'un Groenland économiquement intégré au bloc occidental réduit la dépendance à la Chine et sécurise aussi l'accès à des ressources critiques et renforce l'autonomie industrielle et militaire. À l'inverse, un Groenland qui s'ouvre à des investissements chinois ou russes devient une source d'inquiétude immédiate pour Washington. Et c'est pour ça que les États-Unis ne se contentent plus d'observer. Ils veulent influencer, orienter, encadrer. Et c'est aussi pour ça que la question du Groenland dépasse largement le simple cadre économique. Parce qu'au fond, ce qui se joue ici, ce n'est pas une mine de plus ou de moins. C'est le contrôle des briques essentielles du monde de demain. Et quand on comprend ça, l'obsession américaine devient beaucoup moins irrationnelle qu'elle n'en a l'air. Partie 3. L'enjeu de la sécurité et le contrôle de l'Arctique. Pendant longtemps, l'Arctique a été perçu comme un bout du monde, un espace gelé, hostile, sans véritable intérêt stratégique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Avec la fonte des glaces, l'Arctique devient un nouvel espace central. Un lieu où passent des routes maritimes, un espace où circulent des avions, des satellites, des sous-marins, un espace où se joue une partie majeure de la sécurité mondiale. Et dans cet Arctique qui s'ouvre, le Groenland occupe une position absolument unique. Le Groenland, c'est un territoire immense, situé pile entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais surtout, sur une carte à plat, on ne s'en rend pas compte, alors que sur un globe, c'est évident. Le Groenland est beaucoup plus proche du continent américain que de l'Europe. Il y a une image qui fait vraiment comprendre pourquoi ça compte. En géographie, il existe une notion qu'on appelle la ligne orthodromique. C'est tout simplement le chemin le plus court entre deux points sur la Terre quand tu traces ça sur un globe. Et si tu prends une grande ville américaine et Moscou, par exemple LA et Moscou, et que tu traces la ligne la plus rapide entre les deux, cette ligne passe au-dessus du Groenland. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le Groenland se trouve littéralement sur l'axe le plus direct entre la Russie et l'Amérique du Nord. Donc ce n'est pas juste une île froide au nord, c'est un point de passage naturel pour les routes aériennes qui montent vers le pôle. Et surtout dans un scénario militaire pour les trajectoires les plus logiques de missiles balistiques intercontinentaux qui passeraient par le nord. Et dans ce domaine, une règle domine tout. Voir avant les autres, c'est survivre avant les autres. Les États-Unis l'ont compris depuis longtemps. Ils sont présents sur place depuis des décennies avec la base de Tulle, aujourd'hui renommée Pituffik. Et cette base n'est pas là pour faire joli. Elle sert à surveiller ce qui se passe au-dessus du pôle Nord. L'espace aérien, l'espace tout court, les signaux, les trajectoires. Elle est pensée comme une station d'alerte avancée. Un poste d'observation placé exactement là où ça compte. Mais ce raisonnement qui valait déjà pendant la guerre froide prend aujourd'hui une toute autre dimension. Parce que le contexte mondial a changé. Et avec lui, l'Arctique a changé de statut. Ce qui était autrefois une zone périphérique figée par la glace redevient un espace de rivalité majeure. Un espace où les grandes puissances avancent leurs pions, parfois ouvertement, parfois beaucoup plus discrètement. Et la première à l'avoir parfaitement compris, c'est la Russie. Pour Moscou, l'Arctique n'est pas un décor lointain. C'est une zone vitale. La Russie y déploie des bases militaires, modernisées, des systèmes radars, des sous-marins nucléaires et des capacités de dissuasion directement tournées vers le nord. Pourquoi? Parce que l'Arctique est à la fois un bouclier naturel et aussi un axe de projection. C'est un espace qui permet de sécuriser son territoire tout en pouvant frapper loin, très loin si nécessaire. Et en face, un autre secteur avance, mais d'une manière beaucoup plus feutrée. La Chine. La Chine n'est pas un pays arctique. Elle n'a pas de territoire au pôle Nord. Et pourtant, elle se définit elle-même comme une puissance quasi-arctique. Et ce n'est pas un hasard. Elle investit dans la recherche scientifique, dans des infrastructures, dans des projets miniers et dans des partenariats économiquement liés à la région. Son objectif est très simple. Sécuriser ses ressources critiques, préparer de nouvelles routes commerciales et surtout réduire sa dépendance aux routes maritimes actuellement contrôlées par les États-Unis et leurs alliés. Et c'est précisément là que le Groenland devient crucial. Pour Washington, laisser la Russie renforcer son emprise militaire au nord et permettre à la Chine de s'installer durablement dans l'Arctique, ce serait une erreur stratégique majeure. Ça voudrait dire perdre le contrôle du flanc nord du continent américain. Ça voudrait dire laisser des puissances rivales s'approcher dangereusement du territoire des États-Unis. Et ça voudrait dire aussi abandonner l'un des futurs centres de gravité du monde. Parce que oui, l'Arctique n'est pas seulement un enjeu du présent, c'est un enjeu des décennies à venir. Alors les États-Unis veulent verrouiller la zone. Et pas uniquement par des discours, mais militairement, stratégiquement, politiquement. Et dans cette logique, le Groenland n'est pas une île isolée au milieu des glaces. C'est une pièce centrale du dispositif de sécurité américain. Un point d'appui, un poste d'observation avancé, un véritable verrou géopolitique. Et quand Trump parle d'acheter le Groenland, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une provocation gratuite. C'est l'expression brute, voire maladroite, mais profondément révélatrice d'une réalité simple. Dans le monde qui se dessine, contrôler l'Arctique, c'est contrôler une partie de l'avenir. Partie 4. Trump, rupture ou accélération d'une stratégie ancienne. À ce stade, il faut corriger une idée très répandue.
Non, l'intérêt des États-Unis pour le Groenland ne commence pas avec Trump. Et non, ce n'est pas une lubie sortie de nulle part. En réalité, les États-Unis convoitent le Groenland depuis plus d'un siècle. Parce que dès la fin du 19e siècle, juste après l'achat de l'Alaska, le Groenland déjà entre dans le radar stratégique américain. En 1867, les États-Unis viennent d'acheter l'Alaska à la Russie. Les États-Unis ayant acheté l'Alaska pour 7,2 millions de dollars, soit environ 158 millions de dollars au prix actuel. À l'époque, cette décision est moquée, jugée inutile, trop lointaine, trop froide. Et pourtant, elle va devenir l'un des coups géopolitiques les plus rentables de l'histoire américaine. Et dans la foulée, le même homme à l'origine de cet achat, William Seward, s'intéresse aussi au Groenland. L'idée est simple. Compléter le verrou nord-américain, sécuriser l'axe arctique, élargir le périmètre de sécurité des États-Unis. Et à ce moment-là, on est encore dans une logique d'expansion territoriale assumée. Les États-Unis achètent des territoires, étendent leurs frontières, consolident leur position sur le continent. Puis l'idée revient en 1910. Le contexte a changé, mais la logique reste exactement la même. Les grandes puissances commencent à comprendre que le contrôle des mers, des routes et des espaces polaires va devenir central. Et le Groenland est déjà perçu comme un point de contrôle stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et après la Seconde Guerre mondiale, le sujet devient beaucoup plus sérieux. Entre 45 et 46, dans un monde qui bascule dans la guerre froide, les États-Unis proposent officiellement d'acheter le Groenland au Danemark. Le président Truman va jusqu'à mettre un montant sur la table. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'aviation à rayon d'action, les missiles balistiques et la confrontation avec l'Union soviétique ont transformé le pôle Nord en axe militaire central. Et à partir de ce moment-là, le Groenland n'est plus seulement un territoire lointain. C'est une pièce du système de défense américain. Et l'idée ne disparaît pas. Elle ressurgit encore dans les années 50 en pleine guerre froide. Toujours pour les mêmes raisons. Détection précoce, surveillance du Nord et sécurisation du territoire américain face à l'URSS. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur plus d'un siècle, les noms changent. Les présidents passent, les contextes évoluent. Mais le raisonnement, lui, reste étonnamment constant. Le Groenland n'a jamais été une fantaisie, il a toujours été perçu à Washington comme une pièce stratégique majeure. Et à chaque fois, pour les mêmes raisons. La sécurité, la protection militaire et le contrôle du Nord. Autrement dit, ce que fait Trump aujourd'hui ne sort pas du cadre historique américain. Il s'inscrit dans une continuité très claire. La vraie différence n'est pas l'objectif, c'est la méthode. Avec Donald Trump, on change de registre. Là où les administrations précédentes agissaient discrètement par des accords militaires, par une présence sur le terrain, par des négociations feutrées avec le Danemark, Trump, lui, casse le décor. Il ne parle plus à demi-mot, il ne se cache plus derrière le langage diplomatique et forcément, vu de l'extérieur, ça choque. Ça paraît brutal, ça paraît absurde. Trump ne remet pas en cause la stratégie américaine, il la pousse jusqu'au bout. Et dans son raisonnement, la question est simple. Les États-Unis assurent déjà la sécurité du Groenland depuis des décennies. Ils y ont une base militaire stratégique. Ils y surveillent le ciel, l'espace et le pôle Nord. Alors pourquoi rester dans une situation floue? Pourquoi continuer à faire comme si le Groenland était un simple territoire danois éloigné, alors qu'il est déjà intégré de fait au dispositif de sécurité américain? Et donc Trump transforme cette logique implicite en un rapport de force brutal et assumé. Pression politique, pression diplomatique, négociation directe. Trump agit comme un révélateur. Il dit tout ce que l'histoire américaine montre depuis plus de 150 ans. Les États-Unis se sont toujours étendus, par la force quand il le fallait, mais aussi par l'achat, la pression et le rapport de puissance. Et dans ce cadre-là, le Groenland n'est pas une exception. C'est la suite logique d'une longue histoire. Partie 5, ce qui est réellement possible et ce qui ne l'est pas. À ce stade, il faut quitter le terrain des déclarations politiques et revenir aux faits. Concrètement, quels sont les scénarios crédibles et lesquels relèvent surtout du fantasme? D'abord, une chose est très claire. Une annexion pure et simple du Groenland par la force est très improbable. Le Groenland est un territoire rattaché au Danemark et le Danemark est un membre de l'OTAN. Une annexion militaire créerait une crise majeure entre alliés et occidentaux. Elle remettrait en cause les fondements mêmes de l'OTAN. Et c'est une ligne rouge stratégique que Washington a très peu d'intérêt à franchir. En revanche, il existe plusieurs scénarios réalistes et ils ne passent pas par la force. Le premier, souvent évoqué mais mal compris, c'est l'hypothèse d'un achat. Historiquement, ce n'est pas absurde. Les États-Unis se sont déjà agrandis à plusieurs reprises, non par la conquête militaire directe, mais par l'achat de territoires. Le cas le plus connu, c'est la Louisiane. Au début du 19e siècle, les États-Unis achètent à la France un immense territoire qui double presque leur superficie d'un seul coup. Quelques décennies plus tard, en 1867, ils font la même chose avec l'Alaska, acheté à la Russie. Et dans les Caraïbes aussi, les États-Unis ont acquis Porto Rico et les îles Vierges américaines achetées au Danemark au début du XXe siècle. Dans le Pacifique, la logique a été la même. Les États-Unis ont pris possession de Guam, un point d'appui militaire majeur. Encore aujourd'hui, ils ont également acheté les Philippines à la fin du 19e siècle, avant qu'elles ne deviennent indépendantes plus tard. Et le Groenland a lui-même fait déjà l'objet de propositions d'achat au XXe siècle. Sur le plan juridique, un achat n'est donc pas impossible en théorie. Mais en pratique, il pose plusieurs obstacles majeurs. D'abord,
le Danemark refuse officiellement toute cession du territoire. Ensuite, le Groenland dispose aujourd'hui d'une large autonomie politique et donc un tel accord supposerait l'adhésion claire des autorités groenlandaises, voire de la population. Et enfin, un achat aurait des implications diplomatiques considérables avec l'Union européenne. Beaucoup plus réaliste, ça serait plutôt le scénario de la coopération renforcée. Militaire d'abord, parce que les États-Unis sont déjà présents sur place, ils assurent une part essentielle de la surveillance du Nord, et donc cette coopération peut être étendue, modernisée, formalisée, et ça sans toucher à la souveraineté. Deuxième levier, l'influence politique. Le Groenland gère directement de nombreux domaines économiques et stratégiques, et donc renforcer les liens directs avec des institutions locales permet d'ancrer une relation durable, et cela sans passer par une annexion formelle. Troisième levier possible, sans doute le plus efficace, les investissements. Infrastructures, recherche scientifique, énergie, ressources naturelles. En devenant un partenaire économique incontournable, une puissance peut peser très lourd sur les décisions à long terme. Et ça, sans changer les frontières, sans provoquer de crise diplomatique ouverte. Et dans ce scénario, le Groenland reste juridiquement danois. Mais il s'intègre de plus en plus dans l'orbite stratégique américaine. Et enfin, il y a les lignes rouges. Une annexion militaire est quasiment exclue. Une cession forcée aussi. Mais une montée en influence progressive économique et stratégique reste pleinement compatible avec les équilibres actuels. Et ce que montre la réalité, ce n'est pas un basculement brutal. C'est une évolution lente, pragmatique, graduelle. Moins spectaculaire qu'un achat ou une annexion, mais souvent bien plus efficace sur le long terme. Partie 6. Focus sur la bourse, quand la géopolitique finit par se refléter dans les marchés. Tout ce qu'on vient de voir a une conséquence presque mécanique. Quand les équilibres géopolitiques évoluent, quand des zones deviennent stratégiques, quand les États redéfinissent leurs priorités, la finance finit toujours par réagir. Pas forcément tout de suite, pas forcément de manière spectaculaire, mais à moyen et long terme, les flux d'investissement suivent la stratégie. Et c'est pour ça que le sujet du Groenland et de l'Arctique est aussi intéressant à observer d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier. Et non pas pour parier sur un événement précis, mais pour comprendre quel secteur pourrait structurellement bénéficier de ces nouvelles dynamiques. Et avant d'aller plus loin, un point très important. Ce qui suit n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Ce n'est pas une incitation à spéculer sur des tensions géopolitiques. L'objectif est purement analytique. La géopolitique influence l'économie et l'économie influence les entreprises. Et les marchés financiers intègrent progressivement ces évolutions dans leur cours. Et donc, regarder ces entreprises, c'est chercher à comprendre le monde tel qu'il évolue et pas à prédire les marchés. Et si on prend un peu de recul, plusieurs grands secteurs ressortent clairement comme exposés à ces enjeux arctiques. Premièrement, on a les métaux critiques et les terres rares. On a aussi les secteurs de la défense et de la sécurité et aussi notamment l'énergie avec l'énergie offshore et en conditions extrêmes. Et bien sûr, on a tout ce qui va être infrastructure, équipement lourd et plus largement tout ce qui va être chaîne d'approvisionnement stratégique. Et donc à partir de là, on peut s'intéresser à certaines entreprises qui se retrouvent à l'intersection de ces enjeux. Ressources critiques, défense, énergie, infrastructure. Ce ne sont pas des paris sur l'actualité, mais des acteurs qui opèrent déjà sur ces secteurs stratégiques et qui sont donc directement exposés aux grandes évolutions géopolitiques que l'on vient de décrire. Et pour l'entreprise numéro 1, on a Critical Metals Corporation. C'est une entreprise qui est déjà positionnée sur un projet très spécifique et très suivi, le projet Tan Breeze, situé au sud du Groenland. Ce gisement est souvent présenté comme l'un des plus grands projets de terres rares non chinois identifiés à ce jour, avec une particularité très importante. Il est riche en terres rares lourdes, celles qui sont les plus critiques pour les technologies avancées. Et ces métaux sont utilisés dans les aimants permanents, mais aussi pour tout ce qui va être lié aux moteurs électriques, tout ce qui va être lié à l'aéronautique, la défense et certaines applications liées à l'intelligence artificielle. Et donc le projet Tan Breeze est également mis en avant pour son potentiel d'exploitation à ciel ouvert, ce qui peut à terme réduire certains coûts et contraintes techniques par rapport à d'autres projets plus complexes. Dans un contexte où les États-Unis et leurs alliés cherchent à réduire leur dépendance à la Chine, qui domine largement la production et le raffinage des terres rares, ce type de projet prend une dimension stratégique. C'est précisément pour cette raison que ce type d'actif est suivi de près dans les cercles géopolitiques industriels et bien au-delà des seuls marchés financiers. Deuxième acteur, Lockheed Martin. C'est l'un des principaux acteurs mondiaux de la défense et de l'aérospatiale. Et son activité est directement liée au budget militaire et aux priorités stratégiques des États-Unis et de leurs alliés. Et ce qui rend l'entreprise particulièrement pertinente dans un contexte arctique, ce sont ces domaines d'expertise clés, la surveillance avancée, les systèmes radars et satellites, la défense antimissile et les capacités de détection précoce. Or, ce sont précisément ces capacités qui deviennent centrales dans les zones polaires. L'Arctique n'est pas un espace de combat classique, mais un espace de veille permanente, de contrôle de l'espace aérien et spatial et d'anticipation des menaces à longue distance. Et donc cette entreprise est par exemple impliquée dans des systèmes de défense antimissiles capables de suivre des trajectoires balistiques sur des très longues distances, mais aussi des satellites de surveillance et de communication utilisés
pour les zones éloignées des plateformes aériennes et spatiales adaptées aux environnements extrêmes. Et donc quand les États renforcent leur posture sécuritaire dans des régions sensibles comme l'Arctique, ils ne cherchent pas seulement plus de soldats ou plus de bases, mais ils cherchent surtout plus de technologie, plus de capteurs, plus de capacité à voir et à comprendre ce qui se passe réellement. Et donc dans ce type de configuration, des acteurs comme Lockheed Martin se retrouvent naturellement au cœur du dispositif stratégique. Et ça non par opportunisme, mais parce que leur savoir-faire correspond exactement aux besoins opérationnels de ces zones. Troisième acteur, ExxonMobil. ExxonMobil est l'un des rares groupes énergétiques au monde à disposer d'une expertise complète dans l'exploration et la production offshore en conditions extrêmes. L'entreprise a déjà opéré dans des zones très froides, des environnements maritimes complexes, des projets de long terme nécessitant des investissements massifs et une grande maîtrise technologique. Et ce type de savoir-faire est particulièrement pertinent lorsqu'on parle de régions comme l'Arctique, où les contraintes techniques, climatiques et logistiques sont bien supérieures à la moyenne. Et si certaines zones arctiques deviennent plus accessibles à l'avenir, notamment avec le recul de la glace, les acteurs capables d'opérer dans ces conditions seront très peu nombreux. Et dans ce contexte, l'avantage n'est pas seulement financier, il est technologique, opérationnel et stratégique. Quatrième acteur, MP Materials. MP Materials occupe une place centrale dans la stratégie américaine autour des terres rares. L'entreprise exploite la principale mine des terres rares aux États-Unis, à Mountain Pass, en Californie. Elle est directement impliquée dans des efforts visant à relocaliser et à sécuriser une partie de la chaîne d'approvisionnement historiquement dominée par la Chine. Les terres rares produites par MP Materials sont utilisées dans les aimants permanents, les moteurs électriques, les équipements militaires, l'électronique avancée. Et dans un monde où l'accès à ces matériaux devient un enjeu de puissance industrielle et militaire, ce type d'acteur est suivi de près par les autorités et les industriels. Ici encore, on parle moins de cycle boursier que de positionnement stratégique à long terme. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de désigner des gagnants. Les marchés sont complexes, évolutifs et intègrent déjà une grande partie de ces informations. Mais suivre ces entreprises permet de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, comment la géopolitique, les ressources, la sécurité et la finance s'entremêlent de plus en plus. Et d'ailleurs, si ces sujets t'intéressent et que tu aimes suivre l'économie et la bourse, j'ai une liste pour toi, une liste personnelle d'actions et une liste d'ETF que j'observe régulièrement. Ce ne sont pas des listes dans lesquelles j'investis partout, mais des entreprises et des fonds que je garde à l'œil parce qu'ils me semblent intéressants sur le long terme. Dedans, il n'y a rien de spéculatif, c'est pas de coups à court terme qui vont te rendre riche, juste une approche calme, diversifiée, pensée pour comprendre et construire dans le long terme. Et donc, je te les partage avec plaisir pour ceux que ça peut aider à structurer leur réflexion ou à mieux suivre les marchés financiers. Et donc, les deux liens sont dans la description. Je t'invite à accéder à ces ressources. Elles sont totalement gratuites et c'est dans la description. Donc, pour résumer très simplement cette vidéo sur le Groenland. Le Groenland n'est pas une blague ni un caprice politique. C'est un territoire devenu central dans un monde où les ressources et la sécurité reprennent une importance majeure. Et derrière les déclarations de Trump, il y a une longue histoire et des intérêts stratégiques qui évoluent sous nos yeux. Donc bref, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le sujet, si elle t'a apporté un peu de clarté sur le Groenland, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour une prochaine vidéo.